Il avait tout, un fils parfait, brillant comptable, athlète, fier Irlando-américain. Jusqu'à ce qu'une simple soirée cannabis tourne au massacre. Sa petite amie, audiologiste surdouée et sourde, le poignarde 108 fois sous l'emprise d'une psychose foudroyante. Elle survit, jure n'avoir aucun souvenir, et 5 ans plus tard, elle ressort libre avec seulement 2 ans de probation. Comment une bouffée a-t-elle pu détruire 2 familles et choquer toute une nation? Un jeune homme prometteur, un fils aimant, un frère dévoué, un fier Américain d'origine irlandaise de première génération, Chad Amelia avait tout pour réussir. Brillant étudiant, athlète accompli, il se consacrait corps et âme à l'obtention du difficile examen de CPA. Pour tous ceux qui le connaissaient, Chad incarnait la réussite, le genre de garçon dont n'importe quel parent rêverait. Pourtant, dans un retournement aussi brutal qu'inimaginable, cette étoile montante a été fauchée nette, retrouvée sauvagement assassinée, poignardée à plus de 100 reprises. Quelle force obscure a bien pu transformer une vie si pleine de promesses en un cauchemar aussi effroyable? Chad Brandon Amelia voit le jour le 27 septembre 1991 à Santa Clarita, une ville au nord de Los Angeles, en Californie. Son père, Sean Amelia, contremaître irlandais dans le bâtiment, et sa mère, Michelle, se séparent alors qu'il n'a que 5 ans. Malgré cette rupture, les 2 parents s'attachent à lui offrir une enfance aimante et stable. Ceux qui l'ont côtoyé gardent de Chad le souvenir d'un garçon au cœur immense, toujours souriant, débordant d'énergie, de gentillesse et de détermination. On le disait spirituel, d'une responsabilité sans faille et d'une loyauté à toute épreuve. Pour ses amis, il était le grand frère fiable, toujours prêt à tendre la main ou à donner un conseil, sans jamais rien attendre en retour. Très jeune, il tombe amoureux du football américain et poursuit cette passion tout au long de l'adolescence. Cette rigueur le suit jusqu'à l'université d'État de Chico où il concilie sport et études de comptabilité avant d'obtenir son diplôme. Après ses études, Chad s'installe en appartement à Thousand Oaks, dans la grande banlieue de Los Angeles, accompagné de sa chienne adorée, Athena. Il partage le logement avec son colocataire, Vinnie Olivera, tout en travaillant dur dans un cabinet comptable. Obsédé par l'idée de décrocher le titre de CPA, il mène une vie intense, dort peu et commence à consommer du cannabis pour se détendre et trouver le sommeil. Selon Vinnie, Chad était souvent stone à la maison. Cette consommation n'était un secret pour personne ni pour ses amis, ni même pour ses parents. Eux n'approuvaient pas, mais la trouvaient relativement inoffensive comparée à d'autres dérives possibles chez les jeunes adultes. Son père, Sean, confiera plus tard que son fils respectait toujours ses limites, jamais il n'aurait fumé en sa présence, sachant combien Sean détestait ça. Pour lui, le cannabis était une saleté qui émoussait l'esprit vif et la personnalité éclatante de Chad, qui lui volait sa motivation. Ce que Sean n'aurait jamais pu imaginer, c'est que cette habitude allait déclencher une série d'événements qui détruiraient tout. À cause d'elle, Chad allait croiser la route d'une femme qui l'entraînerait dans un cauchemar sans issue. Ce cauchemar a un autre visage, celui de Brent Spicer, né le 25 janvier 1991 à Chicago, Illinois. Dès sa naissance, la vie de Brent est marquée par la souffrance. Des problèmes de santé graves nécessitent de multiples opérations et des traitements lourds qui façonnent son corps et son esprit dès le plus jeune âge. Ces interventions et ces médicaments abîment gravement son audition. À 4 ans, elle reçoit des implants cochléaires et apprend la lecture labiale. Son handicap l'isole, la fait se sentir différente. À l'école, elle est souvent la seule sourde, dissimule ses appareils pour éviter les moqueries. Mais en grandissant, elle transforme ce qui la faisait honte en force extraordinaire. Brent obtient un doctorat d'audiologie à la faculté de médecine de l'Université de Washington. Diplômée dans les années 2010, elle s'impose rapidement comme une référence dans son domaine. L'un de ses professeurs dira plus tard que, parmi les milliers d'étudiants qu'il a formés, Brent était hors norme, personne n'égalait son intelligence. En août 2017, à tout juste 26 ans, Brent s'installe à Thousand Oaks et commence à travailler comme audiologiste pour UCLA Health. Pendant près d'1 an, elle vit dans un appartement qui interdit les animaux, obligée de laisser son husky sibérien bien-aimé, Aria, chez ses parents dans l'Illinois. Ce n'est qu'en avril 2018 qu'elle trouve enfin un logement où elle peut retrouver sa chienne. Auparavant dressée comme chien d'assistance, Aria redonne à Brent joie et équilibre. On les voit souvent se promener ensemble dans le parc de Coneco Creek, l'endroit préféré de Brent pour se ressourcer. C'est précisément dans ce parc qu'à la fin avril 2018, elle rencontre Chad pour la première fois. D'après elle, c'est Chad qui fait le premier pas, l'abordant à plusieurs reprises quand ils se croisent. Le jeune homme de 26 ans finit par lui demander son numéro,
elle refuse poliment à chaque fois. Imperturbable, il lui tend sa carte de visite en lui disant de lui écrire si un jour elle veut sortir. Peu après, Brun se décide à le contacter. Ce qui commence par des rencontres sans conséquence se transforme rapidement en une vraie relation naissante. Ils vont au restaurant, voient des amis, partagent un soir une bouteille de whisky irlandais en regardant leurs chiens jouer ensemble. Brun est séduite par le sarcasme acéré de Chad et sa tendresse inattendue. D'abord sceptique sur leur compatibilité, elle réalise bientôt qu'ils s'emboîtent parfaitement. Le dimanche 27 mai 2018, veille du Memorial Day, Brun sort boire avec des amis. Tard dans la soirée, Chad lui propose de passer. Vers 22h30, la jeune femme de 27 ans arrive chez lui avec Aria. Ils se détendent, boivent un peu, discutent avec Vinny. Peu après minuit, Chad sort sa pipe à eau, la charge de cannabis et va fumer seul sur le balcon. Brun le rejoint et demande à tirer une latte. À peine inhaltée elle, sa gorge brûle, elle tousse violemment. Elle explique n'avoir jamais eu de bonnes expériences avec le cannabis, elle n'en ressent jamais les effets comme les autres. Intrigué, Chad recharge généreusement la pipe et l'encourage à réessayer pour enfin planer. Brun accepte et tire une seconde fois. Ce qui suit est si terrifiant que ça en devient irréel. Aux premières heures du 28 mai, la police de Thousand-Oaks reçoit un appel désespéré de Vinny, il se passe quelque chose d'effroyable dans l'appartement. À leur arrivée, les caméras piétons des agents captent une scène d'une violence inouïe. Brun a sauvagement agressé Chad, le poignardant avec plusieurs ustensiles de cuisine avant de retourner l'arme contre elle-même. Les images sont si insoutenables qu'elles ne seront jamais rendues publiques. Pour l'arrêter, les policiers déchargent leur taser à 4 reprises sans effet. Ils doivent frapper 9 fois avec leur matraque avant qu'elle ne lâche enfin le couteau. Brun souffre de 5 fractures au bras, de lacérations profondes au cou, au visage et à la main droite. Elle s'est aussi acharnée sur sa chienne Aria, qui survivra miraculeusement. Chad, lui, est déjà mort, 108 coups de couteau selon le rapport médico-légal. Brun est transporté d'urgence à l'hôpital, opéré in extremis, sauvé. Dès qu'elle reprend conscience, encore intubée, les enquêteurs l'interrogent. Elle répond par écrit, elle avait dit à Chad qu'elle ne voulait plus fumer, mais il l'avait forcée. Les policiers comprennent rapidement qu'elle n'a aucun souvenir précis de ses actes, ils attendent quelques jours avant de le lui révéler. Une fois rétablie, elle est arrêtée et inculpée d'homicide. Le drame laisse des cicatrices indélébiles chez les deux familles. C'est Sean, le père de Chad, qui doit annoncer la nouvelle à son ex-épouse Michelle. Il dira plus tard ne pas parvenir à raconter comment il l'a fait, la douleur est trop vive. Il tient cependant à être présent pour la soutenir. Il se souvient avoir vu la lumière s'éteindre dans ses yeux quand elle a compris. Michelle sombre alors dans une dépression abyssale. La perte d'un enfant, dit Sean, porte une culpabilité écrasante et fait douter qu'on puisse jamais être heureux à nouveau. C'est exactement ce que vit Michelle. Son diabète de type 2 aggrave encore son état. Après les obsèques, elle se sent indigne de tout bonheur, refuse de sourire sur les photos, pense que la joie trahirait la mémoire de son fils. Elle finit par négliger totalement sa santé. 18 mois après la mort de Chad, Michelle décède d'une insuffisance cardiaque après avoir arrêté tous ses traitements. Elle ne verra jamais la fin du procès de la meurtrière de son fils. Le procès, lui, dure plus de 5 ans. Les reports s'enchaînent, tous demandés par la défense de Brun, souvent tous les 6 mois, retardés encore par la pandémie de Covid. La première audience officielle n'a lieu que le 9 novembre 2023. Brun, alors âgée de 32 ans et totalement remise de ses blessures, témoigne enfin. Des écrans de transcription en temps réel sont installés pour pallier son handicap auditif. Elle raconte son parcours, puis la nuit du 27 mai 2018. Après la première latte, Chad l'aurait encouragée à recommencer. Devant son hésitation, il aurait rechargé la pipe et l'aurait approchée de son visage en lui ordonnant d'inhaler tout de suite. Elle précise qu'il ne l'a pas touchée, mais que son insistance l'a intimidée au point qu'elle s'est sentie incapable de refuser. Elle affirme avoir déjà vu Chad perdre patience, ce qui la mettait mal à l'aise. Quelques minutes après la seconde inhalation, elle décrit une désorientation extrême, le temps qui boucle, les conversations qui se répètent, un déjà-vu oppressant. Elle perd l'usage de la parole cohérente, panique, va s'allonger sur le canapé, ferme les yeux. Au lieu de se calmer, elle entend des voix dans sa tête, voit des images terrifiantes. Elle se croit morte, prisonnière de son propre corps, entend ses proches pleurer sur son cadavre, sans des mains le toucher.
Puis elle dit vivre une expérience de sortie de corps, elle se voit d'en haut, inerte sur le canapé, Chad pleurant à côté pendant que les secours tentent de la ranimer. Tout ce qui suit, dit-elle, ressemble à un film qu'elle regarde sans y participer. Elle se voit se lever, écarter les chaises, aller dans la cuisine, saisir 2 couteaux, les lancer sur Chad, en prendre 2 autres pour attaquer un chien, elle entendra Chad crier « Athéna » alors que c'était Aria, puis marcher vers Chad et lever le couteau, et plus rien. Pourtant, même inconsciente, elle entend des voix qui lui ordonnent de continuer, mêlées aux cris paniqués de Vinnie qui s'enfuit appeler les secours. Prise dans des hallucinations sans fin, elle finit par se taillader la gorge avant de sombrer à nouveau. À son réveil partiel, elle sent des décharges électriques, les tasers, qu'elle prend pour un défibrillateur. À l'hôpital, ses souvenirs sont flous, mélangés de réel et d'hallucinations. Ce n'est que 2 jours plus tard que la police lui annonce qu'elle a tué Chad. La défense s'appuie sur l'analyse de la pipe, présence confirmée de THC, mais les tests peuvent rater d'autres substances. Le cannabis pouvait avoir été coupé par un revendeur illégal. Surtout, Vinnie, qui avait fumé le même soir, aurait lui aussi eu des hallucinations. Brun, consommatrice totalement novice, aurait été poussée à fumer sans connaître les risques. D'anciens amis confirment qu'elle fuyait la drogue. Son ex-petit ami Kevin, un ancien marine, pense que Chad l'a probablement forcé ce soir-là. L'accusation contre-attaque avec une déclaration écrite de Brun à l'hôpital où elle admet avoir tiré volontairement la seconde latte, ainsi que des SMS de 2018 où elle se vante d'avoir consommé des édibles et d'avoir été tellement défoncée qu'elle a séché le travail. Elle n'avait jamais parlé de pression lors des premiers interrogatoires. Brun explique qu'elle exagérait dans ses messages et qu'elle n'a jamais manqué le travail pour cause de drogue. Des experts psychiatres concluent à un épisode psychotique aigu induit par le cannabis, sans antécédent de violence ou de troubles mentaux chez Brun. Le 1er décembre 2023, après seulement 4 heures de délibération, le jury requalifie les faits en homicide involontaire. Le 23 janvier 2024, malgré les larmes et les supplications de la famille de Chad, sa grand-mère paternelle ira jusqu'à dire qu'elle pardonne à Brun, car sinon Dieu ne lui pardonnerait pas. La sentence tombe, 2 ans de probation et 100 heures de travaux d'intérêt général sur la psychose cannabique. Toute violation vaudra prison immédiate. Sean, le père de Chad, dénonce une justice injuste et biaisée, évoque le genre et la couleur de peau de Brun comme facteur de clémence, craint que le verdict banalise les risques du cannabis et demande une expertise psychiatrique plus poussée. La procureure parle d'une parodie de justice, l'un des dossiers les plus violents de ses 29 ans de carrière. L'affaire relance le débat sur les dangers réels du cannabis récréatif, sur les psychoses rares mais possibles, et sur la frontière entre responsabilité et perte totale de contrôle. Si cette histoire vous a bouleversé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. On poste une affaire criminelle chaque soir. D'ici là, restez prudents, restez vigilants.